Tu as tout mis dans le groupe permanent, censeur Stumina. La guerre du 25 juin, la plus grande tragédie de l'histoire coréenne, a vu l'intervention massive de la Chine. La Corée, sur le point d'être réunifiée, a dû se retirer et n'a jamais pu l'être. Imaginons un scénario où la Chine n'est pas intervenue et où la Corée a réussi à se réunifier en avançant vers le nord. Analysons les conséquences de cette situation hypothétique. Mon objectif est de devenir le meilleur youtubeur de Corée. Je serai bientôt célèbre, alors abonnez-vous pour faire partie de ceux qui m'ont soutenu avant ma célébrité. En réalité, sans l'intervention de l'armée chinoise, le Nord aurait pu réunifier la Corée. Les troupes sud-coréennes avaient même atteint le fleuve Yalu. Kim Il-sung s'est réfugié à Gangwon, au bord de l'effondrement. Kim Il-sung suppliait l'Union des républiques socialistes soviétiques et la Chine d'envoyer des troupes. L'Union des républiques socialistes soviétiques lui demandait de former un gouvernement en exil en Mandchourie. Sans l'intervention de l'armée chinoise, la réunification par le Nord aurait été possible. Mais ici, en supposant que l'armée chinoise n'ait pas intervenu, la réunification par le Nord aurait été envisageable. Il est fort probable que l'armée sud-coréenne ait réussi la réunification par le Nord et mis fin à la guerre entre 1950 et 1951. Kim Il-sung aurait probablement formé un gouvernement en exil en Mandchourie, comme suggéré par l'Union des républiques socialistes soviétiques. Malgré une éventuelle réunification, la paix ne serait pas revenue immédiatement. La raison en est qu'il y aurait probablement eu de nombreux partisans restés dans le nord de la péninsule coréenne, juste après la réunification. Si l'armée nationale n'avait pas capturé ou éliminé Kim Il-sung, il serait probablement passé en Mandchourie pour former un gouvernement en exil et diriger les partisans restés dans le nord de la Corée. En conséquence, il aurait probablement fallu plusieurs années, rien que pour éliminer ces partisans. Peut-être qu'ils auraient continué leurs activités de guérilla pendant plus de 10 ans. Si je dis cela, en Corée, la guérilla populaire du Mont Gérizan a continué ses activités jusqu'en 1955 après la fin de la guerre. Des archives montrent même que certains individus ont poursuivi jusqu'en 1963. Cela s'est produit en Corée du Sud, mais en Corée du Nord, la situation aurait été au moins similaire, voire pire. Après l'unification de la Corée, le pays aurait probablement continué à consacrer d'importantes ressources nationales à l'élimination des partisans. Lors de ce processus, les pertes auraient été élevées parmi les forces armées et la police sud-coréenne. Ils se seraient engagés dans des combats meurtriers, s'entretuant avec cruauté. Il est probable que certains villages aient été entièrement incendiés et que cela se soit produit fréquemment dans l'immédiat. Il est probable que des rébellions limitées aient éclaté dans certaines régions, menées par les restes des forces communistes rebelles. Évidemment, le monde n'aurait pas regardé cela passivement non plus. Si la réunification par le Nord avait intégré la péninsule coréenne à la démocratie libérale, la Corée serait devenue un pays clé dans la stratégie diplomatique américaine, et non juste un allié. Il faut surtout souligner le changement spectaculaire de la position géopolitique. Suite à la réunification menée par le Nord, la Corée serait le seul allié américain à avoir une frontière directe avec la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cela aurait été stratégique pour les États-Unis, mais menaçant pour l'Union des républiques socialistes soviétiques et la Chine. Par conséquent, les États-Unis ne pouvaient jamais mettre la République de Corée en danger. Au début de la guerre froide, la Corée du Sud symbolisait le front asiatique, tandis que l'OTAN représentait celui de l'Europe de l'Ouest. Premièrement, les États-Unis auraient pu établir des bases militaires bien plus au nord, notamment à Pyongyang, Wonsan, ou même dans la région du Hamgyong. Cela offrirait un avantage stratégique permettant une surveillance militaire de Vladivostok en Union soviétique, du nord-est de la Chine et jusqu'à Pékin. Ici, une vaste répression contre les forces communistes restantes des partisans nord-coréens aurait été inévitable. Comme mentionné, il y aurait eu d'innombrables partisans, car c'était le bastion principal de la Corée du Nord. Les États-Unis avaient besoin d'une Corée du Sud stable pour contenir la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ils sont possiblement intervenus dans la répression. Il semble que la stratégie indo-pacifique actuelle ait débuté dès la fin des années 1950. Si la Corée avait été unifiée, elle aurait probablement eu un rôle clé dans le blocus maritime américain, en Asie de l'Est, avec le Japon, Taïwan et les Philippines. Et les États-Unis auraient sans doute investi massivement en Corée. Après la réunification par le Nord, la Corée aurait probablement reçu une aide massive pour reconstruire les régions du Nord. La création d'organisations internationales est également attendue pour soutenir la restauration des usines ferroviaires et des infrastructures agricoles détruites. Un autre point crucial est l'attention internationale que la Corée aurait reçue en tant que pays frontalier de la Chine. La Corée unifiée par le Nord devient le front de la confrontation idéologique entre démocratie et communisme en Asie. Cela rehausse rapidement le statut stratégique de la Corée aux yeux des médias occidentaux, du monde politique américain et de l'Organisation des Nations Unies. En conclusion, une unification de la Corée par le Nord aurait considérablement accru son influence géopolitique, ainsi que l'attention et l'engagement des États-Unis et de l'Occident, à un niveau sans commune mesure avec la situation actuelle. Alors, qu'est-il advenu de Kim Il-sung si l'unification par le Nord avait réussi ? Il aurait probablement formé un gouvernement en exil, mais il n'aurait pas tenu très longtemps. La Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques auraient eu des limites dans leur soutien à Kim Il-sung. À cette époque, Kim Il-sung différait de l'image qu'on lui connaît aujourd'hui dans l'histoire.
À cette période, Kim Il-sung avait provisoirement laissé son poste de leader nord-coréen. Rien ne justifiait de soutenir Kim Il-sung, qui avait perdu le nord de la Corée à cause d'une guerre irréfléchie. D'autres personnes compétentes existaient sûrement en dehors de lui, rendant ce soutien injustifié. C'est pourquoi il aurait probablement créé un gouvernement en exil et en aurait pris la tête. Mais il me semble que ce gouvernement en exil n'aurait pas duré très longtemps. De plus, en punissant davantage les partisans, leur force aurait diminué jusqu'à ce qu'ils deviennent des figures oubliées. Il aurait pu être évincé en raison de luttes politiques internes. Ses relations avec la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques devraient être examinées de près. Il est probable qu'il ait eu plusieurs conflits avec la Chine. Voyons d'abord la situation en Chine. Si la Chine n'avait pas envoyé de troupes en Corée, sa puissance militaire serait restée intacte. Si la Chine n'envoyait pas de troupes en Corée, elle envisageait d'utiliser ses forces pour attaquer Taïwan. Par conséquent, la Chine aurait pu se diriger vers une invasion de Taïwan. Le problème, c'est que cela non plus n'aurait pas été facile. Une invasion réussie de Taïwan par la Chine signifierait que les États-Unis auraient renoncé à défendre l'île. À cette époque, la Chine n'avait quasiment pas de marine, contrairement à maintenant. Mais réussir à envahir Taïwan signifierait que les États-Unis n'ont exercé aucune pression, ce qui est peu probable car ils ne sont pas stupides. Par conséquent, la Chine n'aurait pas pu intervenir sur la péninsule coréenne ni envahir Taïwan. Dans ce contexte, Mao Zedong aurait pu être accusé de passivité et de soumission par les pro-soviétiques du parti, ce qui aurait pu entraîner une grave crise politique pour lui. Une grande confusion aurait donc probablement régné en Chine. Même si la réunification de la Corée du Nord et du Sud avait réussi en un état démocratique libre, les conflits entre la Chine et la Corée seraient restés complexes. En réalité, les conflits et tensions entre les deux pays ont probablement débuté dès qu'ils ont partagé une frontière commune. Pour la Chine, une Corée unifiée aurait été une menace stratégique. Jusqu'à présent, la Corée du Sud gardait ses distances avec la Chine, séparée par le 38e parallèle et la présence américaine. L'unification change complètement la donne. La Corée, seul allié américain à la frontière chinoise, a un accès direct au cœur de la Chine, via les 3 provinces du Nord-Est. La Chine devient donc très méfiante envers les troupes américaines en Corée du Sud, chargées de sécuriser sa frontière. Le déploiement de forces américaines en avant-poste près de Pyongyang, Chongjin et Hyesan aurait permis la surveillance, la guerre de l'information et les activités de reconnaissance. Pour la Chine, ce serait comme si les États-Unis installèrent des caméras et des drones juste devant leur porte d'entrée. Dans un tel cas, il y aurait eu de nombreux risques d'affrontements frontaliers. Jiandao et le mont Paektu me viennent à l'esprit. Historiquement, de nombreux Coréens considèrent que Jiandao appartenait à la Corée, et que la convention Jiandao de 1909 entre la Chine et le Japon est invalide. Il est probable que le nationalisme se soit intensifié après la réunification vers le nord, et qu'après l'unification de la Corée, la revendication pour récupérer Jiandao ait été fortement soulevée. Jiandao, anciennement le cœur de la lutte pour l'indépendance, est une région où revendiquer une légitimité historique est aisé. Des politiciens coréens et certains groupes ont pu officiellement soulever la question de la récupération territoriale de cette zone. Dans ce scénario, la Chine aurait réagi vigoureusement, renforçant ses troupes aux frontières, pouvant mener à de multiples confrontations militaires. De plus, la Chine a déjà montré qu'elle était prête à entrer en guerre si ses intérêts nationaux étaient menacés. Ainsi, si une Corée unifiée avait affirmé sa souveraineté lors d'un différend frontalier avec la Chine, un affrontement militaire local aurait probablement été inévitable. Des échanges de tirs accidentels, ou des affrontements, auraient pu se produire lors de l'élargissement des lignes de défense autour du mont Paektu, ou lors de tentatives d'accès ou d'installation de barrières militaires sur les îles du fleuve Yalu. Les frictions militaires à la frontière entre la Corée et la Chine auraient ainsi probablement pris la forme de conflits récurrents, comme l'histoire l'a déjà montré. Aujourd'hui, la Corée serait très différente. Il est également possible que la Corée soit devenue un pays très peuplé. Peut-être qu'après la guerre, portée par la génération du baby-boom, la population aurait même atteint les 100 millions d'habitants. Bien sûr, il est possible que la Corée ait mis en place une politique stricte de limitation des naissances, donc il est difficile de savoir exactement ce qui se serait passé. Mais il semble probable que la population aurait dépassé les 70 millions d'habitants, soit plus que la population actuelle de la péninsule coréenne. Je crois que le service militaire obligatoire serait resté en vigueur. Certains disent qu'après la réunification, le service militaire deviendrait volontaire. Cependant, nos adversaires resteraient l'Union soviétique ou la Chine, et il serait difficile de leur faire face avec une armée de volontaires en raison d'un manque d'effectifs. Ainsi, le service militaire obligatoire aurait probablement perduré, même après la guerre. Il faudrait également examiner l'évaluation du président Lee Seung-man. Il sera probablement considéré comme le 3e unificateur de la péninsule coréenne, après le roi Munmu de Silla et le roi Taejo Hwanggeon. S'il n'avait pas commis d'actes étranges pour rester au pouvoir, il serait resté dans l'histoire comme un grand homme de la péninsule coréenne, et aurait pu recevoir une reconnaissance nationale. S'il avait tenté de rester longtemps au pouvoir, son évaluation aurait été négative, mais probablement plus positive qu'actuellement. De plus, les conflits régionaux entre les deux Corées auraient probablement perduré. Selon vous, si la Corée du Nord avait remporté la guerre de Corée et réunifié le pays, quel serait l'état du monde aujourd'hui? Partagez votre opinion en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, merci.